La princesse palatine. Lecture de lettres choisies. Épisode 3. Une princesse de lettres et d'art. Alors que l'on dépeint généralement la princesse palatine comme un personnage rustre et peu distingué, Élisabeth Charlotte est au contraire très cultivée, comme en atteste sa correspondance avec le philosophe allemand Leibniz. Elle s'intéresse à de nombreux domaines, collectionne les médailles et possède une bibliothèque bien fournie, notamment d'atlas qui la font voyager depuis son cabinet de travail. Passionnée par le théâtre, elle fait régulièrement part de ses avis tranchés sur les pièces jouées et souligne les vices cachés de la société. À la duchesse de Hanovre, Saint-Cloud, le 6 juin 1700. Les dévots sont maintenant trop puissants en France. Ils ne souffriraient pas qu'on imprimât un livre où ils seraient tournés en ridicule. Cela me rappelle ce que fit Molière. Comme on avait, dans le principe, défendu le Tartuffe, et que M. de Lamoignon, alors premier président de Paris, avait la réputation d'être très hypocrite, Molière vint sur le théâtre et dit « Monsieur le premier président a défendu le Tartuffe. Il ne veut plus qu'on le joue. » Cet équivoque fit rire tout le monde, car on vit bien que c'était par malice que Molière avait ainsi tourné son discours. Mais par le fait, les dévots sont sans quartier. Jamais de leur vie ils ne pardonnent. Aussi, personne ne les attaque. À la Rograve Louise, Versailles, le 8 décembre 1701. J'entends dire tous les jours « Aujourd'hui, on joue un nouvel opéra. Demain, on jouera une nouvelle comédie. » Cette année-ci, il y a eu, ce qui ne s'est encore jamais présenté, 6 nouvelles comédies et 3 nouveaux opéras. Je crois que le diable le fait exprès pour me donner de l'impatience dans ma solitude. À la duchesse de Hanovre, Marly, le 5 novembre 1705. Molière a fait de jolies comédies, mais je crois comme vous que le Tartuffe est la meilleure. Le Misanthrope est bon aussi, ainsi que les femmes savantes. Pour prendre plaisir à Pourceaugnac et à M. Jourdain, il faut mieux connaître ce pays-ci, et Paris en particulier, que vous ne le connaissez. À la Rograve, Amélie Élisabeth, Versailles, le 9 décembre 1705. La mort de Pompée est une belle pièce, et le baron de la Crasse est fort amusant. Le lever du roi y est dépeint d'après nature. Si l'on gouvernait les passions comme dans les comédies sérieuses de Corneille, elles seraient plutôt louables que damnables. À l'église, on vous enseigne d'une façon désagréable comment la vertu est récompensée et le vice puni. Mais dans les comédies, on vous le montre d'une manière divertissante. Entendre 1 heure durant un gaillard, qu'il n'est pas permis de contredire, crier dans sa chair, cela peut être utile, mais cela manque d'agrément. Élisabeth Charlotte se montre exigeante envers les auteurs classiques, n'hésitant pas à proposer un autre dénouement aux pièces. À la duchesse de Hanovre, Versailles, le 15 octobre 1709. Bérénice est l'une des comédies de Racine qui me plaisent le moins, car je ne peux souffrir que la reine aime encore Titus quand elle voit qu'il est là d'elle et qu'il la renvoie avec son rival. Toutes ces pleurnicheries à ce propos m'impatientent. Elle aurait dû bonnement épouser le roi de Commagène et dédaigner Titus. J'ai souvent vu cette comédie, mais je ne savais pas que le roi et Madame Colonne en eussent fourni le sujet, car elle n'a été faite que longtemps après. À la duchesse de Hanovre, Versailles, le 20 octobre 1709. Je sais les femmes savantes presque par cœur. J'ai vu la pièce plus de 100 fois. Malgré cela, elle me fait rire chaque fois que je la revois. Cela me rappelle Baron. Quand Madame Dumaine a voulu jouer cette pièce,
il fut chargé d'apprendre à M. de Gondrin, fils de M. d'Antin, le rôle de Trissotin. Il lui dit « Monsieur, pour bien jouer le rôle de Trissotin, il faut vous mettre dans la tête que vous êtes le plus grand fat du monde. » À l'orographe Louise, Versailles, le 15 février 1714. Dans une demi-heure, nous allons à la comédie. On joue le malade imaginaire. De toutes les pièces que Molière a faites, c'est celle que j'aime le moins. Mais il faut bien se montrer quelquefois aussi aux endroits où vient toute la cour. Au cours de sa vie, la princesse Palatine s'est constituée une collection impressionnante de médailles, pierres gravées, de camées et dentelles. Elle se vante même de posséder une plus belle collection que son beau-frère, Louis XIV, lui aussi grand collectionneur. À la Rograve, Amélie Élisabeth, Versailles, le 10 janvier 1709. Certes, j'ai à vous remercier de ces belles médailles. Vous ne vous figurez pas quel amusement c'est pour moi. Je passe des journées entières à les regarder, comme aussi mes médailles antiques. Lundi dernier, j'en ai de nouveau acheté 150 avec l'argent que le roi m'a donné pour mes étrennes. J'ai présentement un cabinet de médailles d'or, une véritable suite de tous les empereurs, depuis Jules César jusqu'à Héraclius. Il n'y manque rien, et dans le nombre, il y a des pièces très rares que le roi n'a pas. J'ai eu tout cela à fort bon compte. Il y en a 260 que je n'ai payé que leur poids. J'ai 410 médailles d'or en tout. Je m'amuse à entendre disputer curieux et savants, et je me fais raconter les histoires inscrites sur les revers. Cela me divertit énormément. Vous avez raison, les médailles faites à Hanovre sont incomparablement plus belles que celles de Nuremberg. La ville de Saint-Cloud vous a présenté une série de podcasts réalisés par le Musée des Yvelines en partenariat avec le cinéma-théâtre Les Trois Pierrots à l'occasion de l'exposition La princesse Palatine, la plume et le soleil. Produit grâce au soutien de l'association des Amis du Musée de Saint-Cloud. Réalisation Clara Bappel, Margot Thomas. Création sonore et mixage Colombine Jacquemont. Voix avec l'aimable participation de Pierre Jacquemont, directeur du cinéma-théâtre Les Trois Pierrots, et Clara Bappel, responsable du développement des publics et de la programmation au Musée des Yvelines. Exposition à découvrir au Musée des Yvelines et bien plus sur notre site musée-saintcloud.fr, nos réseaux sociaux Facebook et Twitter.